Bonjour, bienvenue sur le podcast de Kairos. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui avec Richard d'accueillir Fabrice Perciot, notre premier invité de l'émission Kairos Touch. Bonjour. Donc, Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Donc voilà, Fabrice, on t'a invité parce que on voulait adresser des sujets intéressants sur la data. On se connaît depuis pas mal de temps et c'est vrai que tu es une personne extrêmement sachante sur le domaine, sur le sujet. Et je voulais que tu partages un petit peu ton expérience sur les sujets data, voilà, pour faire connaître un petit peu au grand public qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme, voilà, qui fait un peu le buzz actuellement, et que tu nous partages surtout voilà, l'envers du décor et voilà, ta vision du sujet en adressant sur différents points. Donc déjà, je voulais savoir, Fabrice, est-ce que tu te rappelles de comment on s'est rencontrés? Ouais. À l'époque, je travaillais chez Deloitte. Ok. Et donc, j'étais senior manager dans l'équipe Big Data et Insurance de Deloitte. On commençait à travailler sur les sujets de data, d'intelligence artificielle, de data science, etc. Et tu travaillais dans un autre cabinet à C'est ça, exactement, tout à fait. Les premiers amours. Et tu nous recrutais des juniors, des profils ingénieurs juniors, de beaux profils, belles écoles, centrales, etc., pour alimenter entre autres notre service. Et c'est comme ça qu'on s'est connus la première fois. J'utilisais tes services. Ouais. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que on a commencé par une relation client-prestataire, mais après, la relation, elle a évolué parce que j'ai été amené à te recruter pour un client, alors après que tu aies quitté Deloitte, bien sûr, parce qu'on ne chasse pas chez nos clients. Mais voilà, c'est vrai que c'est marrant parce que la relation, elle a évolué. Ouais, puis c'est comme ça en fait qu'on s'est connus réellement en fait. Ouais, c'est ça qui est marrant. Ouais, mais on pourra reparler du parcours, mais ouais, c'était ça. Ouais. Ah ouais, c'était chez Crédit Agricole Assurance. Tout à fait. Voilà, ce qui nous a intéressé aussi avec Richard, c'est que tu as un parcours assez intéressant parce qu'à la base, tu viens pas de l'IT. De mémoire, tu es biologiste de formation? Ingénieur agronome de formation. Ingénieur agronome, c'est ça. Et donc, voilà, c'est assez intéressant de savoir comment tu t'es retrouvé à travailler d'abord dans l'IT, le développement, la gestion de projet, puis la data. Donc, je vais te laisser en parler, peut-être nous présenter ton parcours, où est-ce que tu en es actuellement et qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ton métier. En fait, mon parcours, c'est un peu par accident que ce qui s'est passé. Donc, j'étais ingénieur agronome de formation, puis j'ai commencé à travailler dans l'agriculture et le machinisme agricole, en fait, au début, pendant 5 à 6 ans. J'étais sur la conception, le marketing de machines agricoles. Et puis, un petit peu avant les années 2000, je m'étais retrouvé dans une région qui ne me plaisait pas beaucoup. En province, forcément, l'agriculture, c'est plutôt en province. T'étais où? J'étais en Vendée. Ok. Et j'étais pas très bien là-bas. Et c'était un moment où il y avait une vague de recrutement absolument hallucinante sur les sujets IT, avec le passage à l'an 2000 d'abord et après le passage à l'euro, où ils prenaient n'importe quel pingouin avec un bac plus 5, plus ou moins scientifique, qui avait suffisamment de doigts pour taper sur un clavier et qui était capable de pouvoir pisser un peu de code pour justement ces problématiques de grands bugs, soi-disant le bug de l'an 2000 qui a fait peur à tout le monde, et puis après le besoin du passage à l'euro. L'Arlésienne de l'an 2000. Ouais, l'Arlésienne de l'an 2000. Et donc, ils embauchaient vraiment n'importe qui. Hein. Et j'ai fait partie de ces n'importe qui, parce qu'au début, même si j'avais une sensibilité pour l'IT, je montais des ordinateurs, tu vois, je faisais mais en tant que bricoleur, quoi. Et puis après, je suis rentré dans une SS2I et j'ai commencé à apprendre mon métier de développeur, et sur le tas. Tu as commencé par quelle techno dans le dev? J'ai commencé par, à l'époque, du COBOL, donc vraiment... après, j'ai fait du VB, du Visual Basic. Ensuite, j'ai fait... je suis passé au C#, Java, donc maintenant après Python. Donc, j'ai une évolution un peu... et puis tous les langages de base de données, le SQL et ces choses-là. Mais toujours dans une vision assez back sur les traitements de bases de données.
Et puis, je suis monté les échelons peu à peu parce que j'ai acquis de l'expérience. Donc, je suis passé de développeur à analyste-développeur, ensuite chef de projet technique. Et puis après, j'ai changé de société. Je suis rentré chez Capgemini. Là, il a commencé à y avoir des problématiques réglementaires qui sont arrivées. C'était juste après, autour de 2008 et de la crise des subprimes, où tout le monde, toutes les sociétés financières se sont prises des grosses calottes. Et moi, comme je travaillais surtout dans le milieu financier et assurantiel, plus particulièrement, eh bien, j'ai commencé à me spécialiser peu à peu, mais au hasard des missions, en fait, sur les sujets qu'on n'appelait pas encore la data, mais qu'on appelait les sujets réglementaires autour de la réglementation Solvency II. Et donc là, qui avait commencé à amener des problématiques sur la qualité des données, des problématiques sur la connaissance des données, sur l'explicabilité, la traçabilité, l'audit, la preuve, toutes ces choses-là qui étaient très importantes. Et puis, un certain formalisme aussi pour ramener ces informations aux régulateurs. Et un gros lien aussi avec le métier d'actuaire, d'ailleurs, qui est un métier complètement en lien. Traite énormément de data. Et donc, justement, moi, j'étais sur les sujets IT qui étaient autour de ça. Comment est-ce qu'on allait alimenter les actuaires avec des données de qualité? Comment est-ce qu'on allait mettre en place toutes les fermes de calcul pour la puissance de calcul sur les calculs actuariels qui sont très très gourmands en puissance de calcul? Comment est-ce qu'après on allait certifier que les données avaient été bien calculées, qu'on allait les mettre à disposition et les livrer aux régulateurs et tout ça, sur des volumes qui étaient absolument énormes et qu'on n'avait jamais encore traités avant. Et donc voilà, c'était les premières ébauches de ça. Et après, il y a eu l'arrivée du big data. Donc c'était une expérience assez marrante, ça. C'est là qu'on s'est connus. C'est là qu'on s'est connus, parce que c'était au moment où je suis passé chez Deloitte et on a commencé à réfléchir à ces sujets de big data qui étaient d'abord comment est-ce qu'on allait traiter des quantités énormes de données et qu'est-ce qu'on allait en faire. Parce que c'était marrant cette époque où il y avait une nouvelle révolution technologique qui était venue grâce aux inventions de chez Google, Facebook, et puis c'était quoi avec les fameux clusters Hadoop. Les fameux clusters Hadoop qui permettaient de stocker des quantités dingues de données pour des coûts dérisoires, qui était une révolution absolument énorme. Et là, il y a tous les IT de toutes les grosses boîtes de la place se sont dit « Ouais, on va prendre ça, ça va être génial, on va pouvoir régler tous nos problèmes de base de données en mettant tout là-dedans, et on va faire des clusters, on va faire des POC à tout niveau. » Et puis c'est ce qu'ils ont fait, mais ça n'a pas été... Ils ont oublié quelque chose, non? Ils ont un peu oublié ce qu'ils mettaient dedans, en fait. Ouais. Ils ont acheté des... En fait, ils ont acheté des gros sacs, mais ils ont mis les trucs en vrac dedans. Et après... Eh bien, il y a eu beaucoup, enfin, tu te rappelles, il y a eu beaucoup de ces expériences-là qui ont foiré, qui n'ont pas été au bout. Ils n'ont pas dépassé parfois le stade du POC. Bah oui, les sociétés de services s'en sont mis plein les poches à cette époque-là parce que c'est eux qui amenaient les compétences des techniques sur ces sujets-là. Et finalement, il n'y a pas eu beaucoup de résultats opérationnels au final, surtout dans les sociétés financières. Je ne dis pas chez Google ou chez les sociétés qui sont digital natives, c'était pas pareil. Mais sur les sociétés financières, ça a été tenté partout, pas beaucoup de réussite au final, ou quelques réussites, mais après beaucoup de travail, énormément de sueur et d'argent dépensé. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné selon toi? Qu'est-ce qu'il y a... Parce qu'ils ont oublié de dire qu'est-ce qu'ils mettaient dedans. En fait, le problème, c'est que quand on met énormément d'informations dans un réceptacle, quel qu'il soit, eh ben, il faut savoir quelle est cette information que l'on met dedans. Il faut l'avoir décrite, il faut l'avoir, ce qu'on appelle cataloguée, il faut avoir précisé quelles sont toutes les conditions d'utilisation des données qu'on va mettre dedans. Et puis, il faut savoir également si cette donnée elle a une qualité qui est suffisante pour qu'elle soit utilisée. Parce que quand on verse tout et n'importe quoi, il faut comprendre qu'à l'époque, on s'était dit « Ouais, c'est super, on a des systèmes qui nous permettent de mettre à la fois de la donnée structurée, donc ce qui vient des anciennes bases de données historiques, mais également des trucs qu'on va récupérer sur Internet, sur Facebook, sur n'importe où. Et on met tout n'importe comment dans le sujet. Parce qu'il fait qu'au bout, il ne faut pas très très longtemps, quelques semaines, on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Et quand c'est pas recensé, et ben on se retrouve avec ce qu'on appelle un data swamp. Hein. C'est pas un data lake, parce que le data lake, c'est ce qu'on voudrait. Là, c'est un data swamp. C'est un marécage où on a plein de choses et on peut pas les utiliser. On peut pas les utiliser. Et c'est ce qui s'est passé dans la plupart des cas.
Ou après, derrière la démarche de rendre ça qualitatif et de regarder et de trier, en fait, après, derrière la data. En fait. Ça, c'était une démarche. Mais pareil, ça n'est pas arrivé tout de suite. Il y a une autre révolution technologique qui est arrivée avant ça et qui était complètement de l'autre côté, plus du côté des utilisateurs. Parce que l'histoire des data lakes, c'était vraiment des trucs de l'IT IT for IT qui était souvent même à la base des migrations techniques, qui restaient... Ouais, on passait d'un SI BI classique à... Voilà, mais sans forcément que les métiers soient au courant. Par contre, les métiers, il s'avérait que dans le même mouvement, ils ont eu de plus en plus d'obligations, de contraintes réglementaires qui sont arrivées, entre autres, et puis de contraintes business, de volonté de pouvoir être plus réactif, de proposer des produits qui soient plus adaptés. Et ça, c'était valable dans tous les métiers, pas seulement dans la finance. Avec, en plus, des nouveaux outillages qui arrivaient autour de l'IA, de la data science, et l'arrivée des data scientists en masse. Là, c'était après 2008, où on disait que le data scientist, c'était le métier le plus sexy du monde. C'était Harvard qui disait ça. Et avec donc, plein de MOOC, data science, partout Stanford. Tout le monde voulait le passer. C'était intéressant parce que... c'était un besoin aussi qui était exprimé et qu'il fallait aussi assurer. Et là, il y a eu plein d'outillages aussi qui se sont développés, très user-friendly, très front, qui ont été développés à ce moment-là, où on a créé des data labs de partout, on a fait plein d'expérimentations pareilles de partout, dans tous les sens, plein de POC. Comme sur le big data. Comme sur le big data, avec à peu près le même taux de réussite. Parce que très faible. Là, ils ont plutôt oublié que ce qui est dans le laboratoire, ce qui est prouvé dans le laboratoire n'est pas forcément extensible et généralisable à ce qu'il y a dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est les systèmes de base de données historiques de l'entreprise. Et là, on est encore arrivé devant une impasse, mais... Ce qui était marrant, c'est que ces deux révolutions qui n'ont pas été forcément amenées jusqu'au bout, elles ont permis de créer des compétences et des infrastructures qui perdurent maintenant. Les capacités pour héberger d'énormes quantités de données avec des grosses capacités de calcul qui proviennent de cette génération Big Data, et qui maintenant s'étend sur le cloud, mais on est dans le même esprit, mais on change de support, on va sur le cloud pour des problèmes de coût d'exploitation, mais on reste sur les mêmes technologies de base, on reste sur la même capacité d'exploitation, et on reste sur les mêmes capacités de traitement. Et en face, on a développé des compétences sur des métiers de data science, d'IA, de machine learning, etc., qui, eux, ont pu mettre en œuvre toutes leurs compétences statistiques, parce que c'est des stats à la base, faut pas non plus rêver, quoi. Ça reste des statisticiens et des mathématiciens, mais qui ont pu, en plus, dans le temps, se monter en compétence sur les sujets métiers, propres à leur activité, au cœur de métier. L'aspect fonctionnel de la data. L'aspect fonctionnel de la data. Comprendre les use cases, en fait. Comprendre les use cases. Parce que, en fait, ce qu'on a fait, et il y a une erreur qui avait été faite à cette grande époque où on formait des data scientists à tour de bras, c'est qu'on formait des data scientists généralistes, ce qui n'a aucun sens. Il vaut mieux former un métier à la data science que former un data scientist. Parce qu'il y a des spécificités fonctionnelles du coup qui sont obligatoires. On doit comprendre en fait quel est l'enjeu métier, l'enjeu business. Pourquoi du coup. Pourquoi en fait on utilise la data. Il n'y a qu'une question qui est importante quand on va créer n'importe quelle application de data science, d'IA ou n'importe quoi, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pour des raisons business, pour améliorer pour avoir une meilleure connaissance des produits qu'on va lancer, inventer de nouveaux produits, améliorer notre efficacité opérationnelle, répondre à des problématiques réglementaires? C'est pourquoi.
C'est pas de la masturbation intellectuelle. C'est vraiment, faut que ça réponde à un enjeu quelque part. Et parce que sinon, si on dépense et on peut pas le valoriser derrière dans son activité au quotidien, ça sert à rien. Voilà, et c'est ça, et c'est cette notion de coût-bénéfice qui est toujours à mettre en premier dans ces réflexions-là. Et c'est général au niveau de la data, parce que donc là, on s'est retrouvé avec ces deux extrémités qui ont été posées. Et puis après, on s'est posé la question de pourquoi est-ce que ça n'a pas marché dans ces deux extrémités. Et les deux fois, c'est pour la même raison. C'est parce qu'on s'est intéressé au contenant et on s'est intéressé à la visualisation, au final, à la restitution, mais on s'est pas, à cette époque-là, on ne s'était pas intéressé au contenu. Et ça reste toujours un problème actuellement, c'est que cette prise de conscience et cette maturité au niveau du contenu, donc tout ce qu'on va pouvoir appeler autour de la data gouvernance dans son ensemble, eh ben, c'est des choses qui sont relativement récentes. C'est des techniques, des théories qui existent depuis longtemps, mais la prise de conscience de la nécessité de le faire, c'est assez récent, particulièrement en France. Je pense qu'on n'est pas les bons élèves de la classe par rapport à ça. D'autant plus que la plupart des réglementations européennes, maintenant, surtout au niveau de la finance, à cause des bêtises qui ont été faites par certains financiers pendant certaines époques, eh bien, imposent maintenant que tout soit expliqué, décrit, tracé, reconnu, interprétable, auditable. Et donc, tout ça, ça demande des travaux qui sont lourds, qui sont importants, arides, assez compliqués à mettre en œuvre. Et derrière, toute cette partie de data governance, donc c'est maintenant dans quoi je travaille, c'est le sujet qui actuellement est le plus compliqué à mettre en œuvre. Si on le raccroche à ton parcours, à quel moment réellement tu as dû monter en puissance sur ces sujets de gouvernance et qu'est-ce que tu as pu structurer pour passer d'un état où il n'y avait rien, parce que je me rappelle, il y avait rien quand on se parlait, on partait from scratch, et amener un data management office, une gouvernance qui soit efficace et qui permette de vraiment répondre aux enjeux de l'organisation. Parce que c'est ça, je pense, la clé derrière, c'est d'arriver à... La clé, malheureusement, ça reste toujours le gendarme. Ça reste... quand on a une carotte et un bâton, il n'y a que le bâton qui fonctionne, malheureusement. Tout ce qui se passe au niveau de mise en place de data gouvernance, moi je vais parler du domaine que je connais, la finance, parce que c'est celui sur lequel j'ai 25 ans d'expérience, puis je suis légitime. Mais c'est le fait que le régulateur le demande. Et le fait qu'il y ait des amendes qui soient suffisamment engageantes pour que on se rende compte que ça coûte moins cher de faire que de payer l'amende. Tant que l'amende est moins chère que la mise en œuvre du sujet, donc en fait, les gens préfèrent payer. Il faut attaquer le carnet de chèques, comme toujours. Exactement, toujours. Mais avec vraiment... Si les Américains l'ont compris largement avant nous. Mais on l'a vu avec le RGPD, tout le monde a eu peur. Je fais une petite aparté, mais le RGPD, ça faisait tellement peur, étant donné les sommes qu'on entendait. Il y avait des exemples d'entreprises pénalisées, que tu te rendais compte que tout le monde voulait y aller et très vite. Et justement, le RGPD s'est inspiré des réglementations américaines, OFAC, etc., qui ont commencé à mettre les premières amendes en millions de dollars. Et donc nous, actuellement, il y a des amendes en France de la CNIL sur RGPD en millions d'euros également. C'est récent, mais ça arrive. Et donc là, il y a plus de justification de l'attente. Et tout le monde peut se faire sanctionner. Et justement, dans cette réglementation RGPD, il y a une facette de data gouvernance qui est importante, qui est le simple catalogage des données à caractère personnel. Savoir quelles données dans mon SI je manipule, qui sont des données pour lesquelles il faut que je mette en place une surveillance particulière. Parce que ce sont des données qui sont des données de mes clients, de mes collaborateurs. Il faut qu'il y ait éventuellement, si j'ai une entreprise d'assurance, par exemple, il y a peut-être des données de santé, parce que je gère des assurances vie, ou je gère des assurances auto, il y a des dommages corporels. Il y a peut-être des données de culte.
Parce que je gère des assurances obsèques et on connaît, pour pouvoir savoir suivant quelle religion la personne va être enterrée, etc., etc. Et toutes ces données-là, c'est des données qui demandent à être protégées, qu'on mette en place au niveau infrastructure technique des moyens particuliers, donc du chiffrement, des bases de données spécifiques, etc., etc. Donc tout ça, ça a des impacts derrière qui sont très, très, très importants, très lourds. Et c'est par ce biais-là que je suis rentré dans cette vision de la data governance, du data management. C'est par le biais du réglementaire. Parce que c'est le réglementaire qui impose, mais il n'impose pas de solution, il impose des contraintes. D'accord ? Donc, ces contraintes vont dire qu'il faut protéger, par exemple, dans le cas du RGPD est vraiment excellent par ça, il faut protéger les données de nos clients et, suivant les catégories, les protéger plus ou moins avec un niveau des modalités plus ou moins importantes. Et ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut mettre en place tout un mécanisme technique pour pouvoir l'assurer. Et pour mettre en place ce mécanisme technique, il faut qu'on connaisse les données. Donc, il faut qu'on les ait cartographiées, il faut qu'on les ait cataloguées, il faut qu'on les ait expliquées toutes les unes derrière les autres. Tout ça, c'est important. Et ça, ce n'est qu'une des facettes de toute la réglementation qu'on a à s'assurer. Et donc, ça s'inscrit un peu dans une démarche, en fait, complètement d'architecture d'entreprise. Complètement. Tu ne peux pas dissocier la notion de gouvernance de la notion d'architecture. Les deux sont complètement liés, et également de la notion d'analytique. Parce que tout ça, il faut comprendre que, je vais dire un poncif de consultant, mais toute contrainte crée des opportunités. C'est vrai, mais le fait qu'il y ait ces contraintes qui arrivent au niveau réglementaire, bon, ça va imposer de faire un certain nombre de choses, mais qui vont servir au business derrière. Et donc, le fait de pouvoir classifier et de connaître nos données, eh ben, ça va permettre de pouvoir mettre en place derrière des mécanismes de data science, d'IA, d'intelligence artificielle, de toutes les analyses statistiques possibles et inimaginables, parce qu'on connaît les données qu'on va analyser, tout simplement. Il faut comprendre que, traditionnellement, dans des SI qui ont 50, 60 ans, les données qui sont dedans, on sait qu'elles fonctionnent. Les traitements, on sait qu'ils tournent. On sait qu'il n'y a pas d'erreur. Mais savoir exactement à quoi correspond la donnée qui est dans le système, c'est les mecs d'il y a 50 ans qui le savent bien. Et parfois, il n'y a pas la documentation. Il y a rarement la documentation, parce que ce n'était pas une culture entreprise. C'était pas culturel. Les gens gardaient tout dans la tête. Exactement. On avait des bibliothèques vivantes. Ces bibliothèques vivantes, actuellement, dans le meilleur des cas, sont parties à la retraite. Dans le pire des cas, sont décédées. Donc là, le fait d'amener la data governance et le data management imposent la documentation. Ça fait partie des obligations. Et ça tombe bien parce que maintenant, les réglementations qui arrivent, donc on a, pas forcément financières, on a les réglementations européennes autour de l'IA, autour de la Data Act ou AI Act, imposent également cette data gouvernance et cette description des données qui sont utilisées. On ne peut pas faire des objets mathématiques d'intelligence artificielle sans expliquer pourquoi est-ce qu'on les fait et comment. Si on revient à ton parcours, du coup, donc tu as commencé en tant que développeur, après tu es parti sur la chefferie de projet, etc., donc en SS2I, et après tu as intégré le groupe Crédit Agricole. Enfin, avec quelques petites étapes entre-temps, oui, mais c'est ça, oui. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ton rôle aujourd'hui au sein de Indosuez, donc qui est une filiale du groupe Crédit Agricole. Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui au quotidien ? Alors mon rôle, moi, donc je suis responsable de la data gouvernance du groupe du groupe Indosuez. Ouais. Donc le groupe Indosuez, c'est le groupement de banques privées et de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole. C'est là que toutes les personnes très aisées ont des comptes et font fructifier leurs revenus en améliorant, on va dire, leur fiscalité. Je peux dire comme ça. Voilà. Et donc, le but du jeu, moi, pourquoi je suis là, c'est d'une part pour suivre les principes du groupe Crédit Agricole, qui demande à ce que toutes les entités du groupe Crédit Agricole aient une organisation autour de la data qui soit similaire, pour avoir une sorte de norme de fonctionnement
autour de la data avec des chief data officers, des data management office et des équipes spécialisées dans le data governance, donc le data management office et co. Et donc le but du jeu qui est d'appliquer un certain nombre de règles, de normes et de standards pour travailler tous de la même manière et surtout répondre aux problématiques réglementaires. Parce que, comme je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on se sert également de la réglementation? C'est parce que la pression réglementaire devient de plus en plus forte. Et comme les sanctions deviennent de plus en plus importantes, eh bien, il faut avoir une démarche, il faut avoir une approche qui soit cohérente par rapport à ça. Et le but du jeu, c'est de mettre en place des bonnes pratiques qui permettent de traiter un maximum de sujets réglementaires par une approche unique. Et le groupe Crédit Agricole est connu pour être très décentralisé dans sa gouvernance. Justement, quand on veut amener une gouvernance commune, voilà, est-ce qu'on rencontre des complications et si oui, lesquelles et comment on arrive à amener la transformation? Ça, c'est marrant parce que on est un groupe où chacun est très indépendant dans son petit domaine, mais sur ces principes de normalisation, il ne s'est pas posé de questions spécifiques autour de la data. Parce que, moi, j'ai fait partie de tous les groupes de travail qui ont travaillé sur ces sujets-là en transverse au niveau du groupe Crédit Agricole. Et le bon sens agit. La data, c'est d'abord du bon sens. Il faut comprendre que la data, c'est pas un sujet en soi. C'est la croisée des chemins. C'est le fait que quand on parle de data, eh bien, c'est parce qu'on a un sujet à traiter. Donc, en général, c'est traité par un sujet business ou un sujet réglementaire. Donc, il faut avoir une compréhension de ce sujet business ou de la réglementation qui est derrière. C'est traité au niveau d'une organisation avec des personnes, des rôles, des directions, des sociétés. C'est traité avec des moyens techniques. C'est traité avec des technologies. Et tout ça, c'est la data. La data, c'est pas un des aspects de tout ça. C'est l'ensemble de tous ces aspects à prendre en compte en même temps. Ce qui fait que quand on travaille dans la data, comme je disais tout à l'heure, en boutade, on n'est pas des spécialistes. Par contre, on est des experts en tout. Et ce qui fait qu'il faut qu'on puisse prendre en compte toutes ces problématiques-là, comme je le racontais tout à l'heure sur RGPD, c'est à l'origine une problématique réglementaire, mais derrière, ça se transforme avec un besoin d'organisation et un besoin de mise en place de capacités techniques pour pouvoir répondre à tout ça. La data, c'est ça. Et donc, pour revenir sur ton point, quel est mon rôle? Eh bien, mon rôle, c'est de prendre en compte toutes ces problématiques data, essayer de les ramener sur des sujets qui soient traitables. C'est-à-dire que essayer de mettre autour de la table les bons interlocuteurs pour traiter ce sujet qui est par définition multifactoriel, multidisciplinaire, dans une approche qui soit un peu rasoir d'Occam. On transforme un sujet complexe en une somme finie de problèmes simples. Est-ce que Fabrice, du coup, quand tu parles des interlocuteurs, le fait que la data aujourd'hui soit au sein... Alors, je ne sais pas, tu peux nous expliquer, du coup, est-ce que ton équipe est directement liée justement à la DSI? Est-ce qu'elle est à part de la DSI? Parce que forcément, tu vas être en contact avec énormément d'interactions métiers. Il n'y a aucune vérité là-dedans. C'est en fait, tout dépend de la société, de la façon dont est organisée la société, et il n'y a pas de bonne solution ou de mauvaise solution. Il s'avère qu'actuellement, mon rattachement est à la DSI. Mais on est en pleine réorganisation, et dans un mois, ce ne sera plus le cas. Où il y aura une vraie division data IA qui sera rattachée directement à la DG. Donc voilà. Mais avant, quand j'étais avant chez Crédit Agricole Assurance, par exemple, initialement, la data était rattachée à la DSI. Elle a été rattachée après à la direction de la transformation, qui était une nouvelle direction qui a été transformée, qui a été créée. Dans d'autres entreprises, au sein même de notre groupe,
tu as des divisions data qui sont rattachées au marketing, des divisions data qui peuvent être rattachées au commercial, d'autres qui peuvent être rattachées à la finance. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de bonne organisation, il n'y a pas de mauvaise organisation. Étant donné que c'est quelque chose de tellement transverse qu'on ne peut pas dire qu'on va le rattacher à quelque chose plutôt qu'à une autre. Il est vrai que dans les premières phases, au moment où il faut équiper, outiller, c'est plus facile quand on est rattaché à TSI parce qu'on est plus proche des moyens. Mais après, quand on est dans la phase opérationnelle, ça peut être un inconvénient parce qu'on a besoin d'être plus proche des métiers. Ah oui. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on commence à parler beaucoup de data product, justement pour arriver à faire le lien avec le métier et être une sorte de chaîne, un tampon entre le métier et ce qui est fait derrière aussi au niveau... Alors après, tu peux utiliser toutes les nouvelles terminologies, le data product, le data mesh, toutes ces choses-là, mais c'est bien l'idée. C'est que on crée des cellules pluridisciplinaires avec des gens à la fois du métier, de l'IT, de l'organisation, éventuellement du juridique ou de la conformité, qui sont là, qui travaillent ensemble sur un projet et qui après, soit après vont le laisser une fois que le projet est terminé dans le run, soit qu'ils vont l'entretenir dans le run. Mais c'est bien ça le sujet, c'est que on n'est plus dans une dichotomie très affirmée entre les métiers d'un côté et l'IT de l'autre. Maintenant, il y a fusion. Ouais. Ça s'inscrit, je pense, dans un contexte plus large qui est aujourd'hui l'agilité, qui est en... Alors, l'agilité, c'est un moyen. Il y a beaucoup de choses autour. On peut dire que c'est un buzzword pour certains, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un principe. Et je pense que le principe, c'est ce que tu décris, c'est arriver à décloisonner un petit peu et à faire en sorte que les gens travaillent mieux ensemble. C'est comprendre ce que fait... Et se comprendre. C'est un double effet. Hein. C'est pour le métier comprendre les contraintes du technicien qui est en face, et pour le technicien, c'est comprendre ce que veut la personne pour qui il travaille. Oui. Et on avait, il y a eu malheureusement ces dernières années, avec les créations à l'époque des MOA, MOE et toutes ces choses-là, une différenciation complète entre la vision métier qui était noble et la vision technique qui était un peu souterraine, soutier, les gens qui sont dans la cale. On les voit pas. On les voit pas. Dans leur bureau. Ils n'ont pas de prénom. Et tout le monde était insatisfait au final. Ouais, mais oui. Alors maintenant, on augmente la satisfaction et puis surtout, on amène quelque chose qui est important, c'est qu'on amène beaucoup plus de valeur délivrée. Et du dialogue, du coup. Oui, mais je parle de valeur business délivrée aussi. Le dialogue, si bien entendu, tout passe par le dialogue, c'est moyen. Mais sur le but, sur le livrable final, eh bien, l'agilité, d'une part, et la création de ces nouvelles cellules, de cette nouvelle façon de travailler, amène beaucoup plus de valeur restituée au final. Et c'est un bon point, c'est une bonne transition. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la data, l'IA, etc., notamment dans les problématiques liées au métier de l'assurance, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de use case aujourd'hui, concrètement dans le métier d'assurance, qui sont facilités par justement l'IA, la data science Un exemple très simple sur les relevés d'informations d'assurance, sur l'assurance automobile. Donc, lorsque on change d'assurance, eh bien, la plupart des gens, ils veulent garder leur bonus, à minima. Et donc, le but du jeu, c'est de demander à son ancien assureur un relevé d'informations qui va porter toute l'information sur la sinistralité du contrat, le bonus de la personne, pour pouvoir le transférer au nouvel assureur. Bon, ça paraît un peu bête, mais il n'y a pas de formalisme sur ces relevés d'informations. C'est une feuille, mais chaque société d'assurance peut la proposer d'une forme différente, avec des informations qui sont à droite, en haut, à gauche, etc. Photo, pas photo, etc. etc. Et donc, le truc, c'est que pour pouvoir le réutiliser, c'est long, ça demande des saisies à la main. Alors que chaque société d'assurance, c'est des centaines de milliers qu'ils ont à traiter chaque mois de RIO. Et là, l'intelligence artificielle, la data, va permettre de pouvoir traiter ça de façon intelligente
en reconnaissant là où on parle de l'immatriculation de la voiture, là on parle de l'identité du propriétaire, là où on parle de sa sinistralité, là où on parle du bonus, etc. Et de récupérer ces informations pour pouvoir les saisir de façon automatique. Ça, c'est un exemple. Tu as plein d'exemples aussi autour de l'efficacité opérationnelle, sur l'automatisation d'un certain nombre de process, de traitements, la réponse à des mails, par exemple. Quelqu'un qui va demander une attestation d'assurance. Il va envoyer son mail à son adresse. Le système d'IA va le reconnaître et va renvoyer directement l'attestation d'assurance sans intervention humaine. Voilà. Ce genre de trucs qui peuvent être faits. Je t'en prie. Fabrice, du coup, aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup de terminologie. Tu utilisais le terme data product, data scientist, data analyst, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer, grosso modo, un petit peu, les différents rôles aujourd'hui qu'on peut retrouver en fait dans le monde de la data? Alors d'abord, je vais commencer par une blague. A data scientist is a data analyst who lives in the Silicon Valley. Okay. Voilà. Donc, un data scientist, c'est un statisticien. Et dans la finance en particulier, l'assurance plus particulièrement encore, la banque aussi, le travail de la data, c'est surtout le travail de statisticien. Après, on a des niveaux. Le data analyst, ça va être un statisticien, on va dire, qui va être très expérimenté, qui connaîtra bien le métier et qui va pouvoir sortir des informations de score, des indicateurs et puis on va dire comment est-ce qu'on appelle ça, pas de ségrégation, de scoring, de scoring des clients ou de classification des clients. Le data scientist, ça va être quelqu'un qui va avoir une formation mathématique plus poussée et qui va en fait pouvoir amener d'autres outils mathématiques autour du machine learning, autour de toutes ces technologies d'intelligence artificielle et qui va pouvoir créer ces modèles, les renforcer pour d'autres usages. D'accord. Okay. C'est plutôt, on va dire, une question de connaissance d'un certain nombre d'outils et de skills autour des outils statistiques et des outils mathématiques. D'accord. Ça, on va dire que c'est les deux fonctions assez communes de la data côté métier. Après, on a d'autres fonctions qui sont plus techniques, qui sont très importantes. Le data engineer, c'est lui qui va créer toutes les... qui va permettre d'aller extraire les données, de les transformer et de les mettre à disposition, de les préparer pour que le data analyst ou le data scientist puisse travailler. Lui, c'est un développeur à la base. C'est quelqu'un qui a une très très bonne connaissance des outils de base de données, de ces technologies et des langages, on va dire, autour de tout ce qu'on appelle l'ETL, donc les technologies d'extraction et de transformation de données. On va voir le data architect, qui lui est un profil plus senior, quelqu'un qui connaît les bases de données et qui est en relation directement avec les architectes d'entreprise. Et c'est là qu'on fait le lien fort entre data et architecture, avec les process et toutes ces choses-là. Après, on va voir les fonctions qui vont être plus... après, on va avoir toutes les fonctions IA. Mais pareil, les fonctions IA, IA engineer, IA architecte, mais c'est toujours dans les mêmes bases que la data ou que le data engineer ou le data architecte, un peu plus spécialisé autour d'un certain nombre de technologies. D'accord. Après, on va avoir les fonctions plus transverses. Donc là, qui vont être celles qui vont assurer la cohérence au niveau de l'entreprise. Donc, le Chief Data Officer, entre autres, qui va être là pour représenter la data vis-à-vis du métier, vis-à-vis de la hiérarchie, du COMEX, de la direction générale, pour que un peu défendre le beefsteak de la data et pour dire que, OK, vous voulez faire de l'IA, mais voilà ce que ça va vous coûter, voilà ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir le faire. Parce que c'est pas magique. Ça demande des investissements, ça demande des investissements lourds. Et on va voir les fonctions comme les miennes, donc tout ce qui va être les data governance, data management, qui vont être des fonctions centrales et qui vont pouvoir définir dans une structure fédérale, ce
qu'on appelle fédéral en général, avec une équipe centrale qui va dire aux équipes qui vont travailler, les équipes métiers, comment travailler, avec un certain nombre de règles, de normes, de standards, d'outillage, de principes, d'outils partagés également qui ont besoin de le faire, ou des outils de catalogage par exemple, les outils de data quality. Donc tout ça qui va être lié, et tout ce qui va concerner la mise en place de la qualité des données, qui est fondamentale dans certains business, entre autres le financier par rapport au réglementaire, toujours, eh bien, ça va être également on va dire orchestré au niveau central et mis en œuvre par les métiers en direct. D'accord. Voilà. Donc nous, on est plus des chefs d'orchestre qui donnons là, qui expliquons un petit peu comment faire, qui donnons les partitions également, et qui expliquons comment faire, après avoir mis en place, bien entendu, toutes les infrastructures et tous les moyens pour pouvoir le faire. C'est intéressant parce que ça nous permet de mapper un petit peu l'organisation de qui fait quoi avec la data. Et ça en vient à une deuxième question qui est liée. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le cycle de vie de la data dans une société financière, à partir du moment... Alors, je vais te donner un début et une fin. À partir du moment où on va chercher la data et à partir du moment où on produit, par exemple, un modèle de machine learning industrialisé qui permet d'automatiser certains process. D'abord, la data, faut qu'elle soit créée. Okay. Il faut qu'elle naisse, la data. Et la data, elle va naître soit parce qu'elle va être saisie, donc dans un système, par exemple, quelqu'un qui va ouvrir un compte dans un système financier, c'est là où on va commencer à avoir une date de début, où la data elle va être créée. Et la personne ouvre son compte, elle donne son nom, son prénom, par exemple. En plus, on va apprendre que c'est une des données à caractère personnel, donc on va les suivre. Et là, il y aura une intention particulière qui sera donnée sur ces données. Et puis, elle va ouvrir un compte, elle va mettre de l'argent dessus. Okay, et puis après, elle va payer, etc. Elle va faire des transactions avec. Cette donnée qu'on va avoir besoin après, donc elle va servir d'abord dans les systèmes opérationnels de l'entreprise, parce que la personne veut utiliser sa carte bleue pour acheter quelque chose, et ça va être suivi et ça va être débité de son compte, ça va être crédité sur le compte du commerçant chez qui elle a fait ça. Après, ces informations-là vont être collectées donc ils vont utiliser un système de gestion d'abord, parce que c'est lui qui va gérer ça, mais après elles vont être collectées au niveau ce qu'on appelle un système analytique. Ce système analytique va permettre de savoir que monsieur Untel, ce mois-ci, il a fait toutes ces dépenses-là, et que on se rend compte en faisant une analyse qu'il a tendance à dépenser beaucoup d'argent, par exemple, dans les magasins de bricolage. OK, bon, il y a peut-être une promotion ou quelque chose qui est susceptible de faire. L'analyse qui va être faite, va être faite en extrayant ces données depuis le système de gestion. C'est un data analyst qui va extraire ces données, qui va les mettre dans le socle data analytique, ou le plateforme data, ça dépend du nom qu'on lui donne, dans lequel le data analyst ou le data scientist va vouloir faire cette analyse-là, pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme produit au monsieur. Mais dans cette chaîne de traitement qui va aller depuis le système de gestion ou l'endroit où était saisie la donnée jusqu'au système analytique, on va s'assurer que la donnée, elle n'a pas été altérée, elle est correcte. Donc ça, c'est toute la partie qui rentre dans mon domaine, donc la data gouvernance, où on va s'assurer de la qualité de cette donnée. Et on va définir un certain nombre de contrôles à mettre en place pour vérifier que la donnée respecte bien les conditions d'utilisation qui sont demandées en aval. Et vérifier la qualité de la donnée, ce n'est pas vérifier une qualité absolue de la donnée. C'est vérifier que la donnée, elle correspond bien à l'usage qu'il en est fait et qu'elle respecte bien un certain nombre de critères qui ont été définis par le métier ou par la réglementation pour que cette donnée soit utilisable. Et ensuite, le data scientist, il va se retrouver avec tout un pool de données qui seront disponibles. Et lui, il va faire agir sa connaissance des mathématiques, sa connaissance du métier, aidé par des professionnels également, ou s'il est lui-même issu du métier. Et il va essayer d'inventer un nouveau modèle. Par exemple, un modèle qui est très, très fréquent en finance, c'est les scores d'attrition. C'est savoir détecter si le client va nous quitter, va résilier son compte pour quelque chose. Ou par exemple, si il va changer de voiture.
parce qu'on pourrait lui proposer, par exemple, un crédit qui est intéressant. Donc, c'est d'essayer de trouver un modèle mathématique qui, à partir d'un certain nombre d'informations, soit qui sont dans nos propres systèmes, soit qu'on va récupérer à l'extérieur, vont nous permettre de détecter que la personne va être sur ce qu'on appelle un moment de vie. Un moment de vie, c'est, par exemple, elle va changer de voiture, elle va acheter une maison, elle vient d'avoir un enfant, elle prépare sa retraite. Voilà, c'est ça qu'on va appeler des moments de vie. Et pour identifier et dire que cette personne va appartenir à un certain groupe, on va dire, donc une classification de personnes. Et après, on pourra lui proposer des produits qui sont spécifiques. Ça se fait dans la finance, mais c'est des choses qui viennent qui sont des bases de marketing pour n'importe quelle activité. Ouais. Ça, je présente simplement ce qu'on fait, nous, dans le domaine de la finance. Mais c'est absolument pareil partout. Ça, ce data scientist, lui, il va récupérer autant d'informations qui lui sont nécessaires pour élaborer son modèle. Et donc, s'il a besoin d'informations qui viennent du web, de Facebook ou n'importe quoi, il va pouvoir alimenter son modèle avec ça. Mais pour que son modèle il tourne, il va falloir qu'il s'assure que les données, comme je disais tout à l'heure, elles sont de qualité, parce que malheureusement, les mathématiques étant ce qu'elles sont, on ne peut pas entraîner un modèle, parce que le but du jeu de ces modèles de data science et d'IA, il faut qu'ils soient entraînés. Donc on récupère des historiques de données ou un échantillon significatif de données pour que ça représente quelque chose. Et il ne faut pas croire, quand vous discutez avec ChatGPT, c'est que ChatGPT a été entraîné. Il ne réfléchit pas tout seul. Il réfléchit par rapport à ce qu'on lui a appris à faire. Bien sûr. Et donc, c'est le principe du machine learning, un petit peu. C'est le principe du machine learning, c'est le principe de tous les systèmes d'IA qui sont à entraînement. Et donc, ce qu'on va faire dans la data science, ce qu'on va faire dans l'IA, c'est qu'on va entraîner les données. On va entraîner le modèle. Mais pour entraîner le modèle, il faut que les données soient de qualité. Ça ne fonctionne pas si les données sont aberrantes. Sont simplement que quand on a récolté les données, on a oublié des données, ou alors qu'il y a des données qui n'ont pas été formatées correctement, ou qu'il y a des dates qui sont aberrantes, toutes ces choses-là. Et tout ça, ça fait partie du travail en amont qui doit être fait pour que le data scientist se trouve dans ce qu'on appelle une zone de confiance dans laquelle il va pouvoir travailler. Et pour revenir, ça, c'est le boulot. Parce que je pense que ça fait le lien aussi avec le début de notre échange, et c'est très intéressant que tu abordes ce sujet. Tu le disais, la data quality, c'était un petit peu le parent pauvre au départ. On n'en parlait pas, on ne savait pas ce que c'était. On voulait mettre en place d'entrée de jeu des data lakes, aller sur des modèles d'IA, et on s'est rendu compte à un moment donné que les data n'étaient pas de bonne qualité et qu'on ne pouvait pas suffisamment les exploiter. Alors, il y a deux problèmes qui sont arrivés. D'une part, on ne savait pas ce que c'était, les données qu'on mettait dedans, parce qu'on ne les avait pas décrites. Donc, on ne savait pas comment est-ce que la donnée était arrivée, qu'est-ce qu'elle représentait, comment est-ce qu'elle avait été calculée. Et puis, d'autre part, il y avait ce problème de qualité, effectivement, qui faisait que on ne pouvait pas les utiliser, les exploiter correctement. Et ça, c'était dû essentiellement par une incompréhension de ce que sont les problématiques data. On a trop longtemps cantonné les problématiques de data autour de sujets techniques qui étaient réservés aux techos. C'était un problème justement entre cette dichotomie entre les métiers nobles et les métiers les métiers de la cale. Et c'était plutôt les gens de la cale qui étaient concernés dans ces choses-là. Alors que la data, même si ça a un côté technologique qui est évident, qui est intrinsèque. Les problématiques de qualité de données, de connaissance de la donnée, ce sont des problématiques métiers. Il n'y a que les métiers qui connaissent les données qu'ils utilisent. Il n'y a que les métiers qui savent définir les critères qui font qu'une donnée est exploitable ou pas. Et cette dévalorisation qui a été faite pendant des années fait que c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. C'est qu'on les a oubliés, on les a laissés de côté, on les a mis de côté, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que finalement, si on ne le fait pas, ça ne marche pas nos trucs. Et c'est là qu'on arrivait. Et justement, pour toi, si tu devais donner un peu ta recette magique pour réussir une transfo data, qu'est-ce que l'entreprise a besoin de faire pour réussir sa transformation data? Alors, il faut déjà commencer dans le bon ordre et avoir des
gens qui sont des sponsors, qui sont des initiateurs de cette transformation, qui soient viscéralement convaincus de la nécessité de ce qu'on fait et qui comprennent ces enjeux et ces problématiques. Parce que ce qu'on rencontre souvent dans ces grandes transformations data, c'est du genre du yakisme, où il n'y a qu'à faucon et débrouillez-vous pour faire, mais sans que les gens soient pleinement conscients de la nécessité de faire des choses avant d'autres. Il y a, dans les problématiques qu'on a rencontrées autour de la science, par exemple, c'était la volonté de présenter des choses. Pourquoi est-ce qu'on a développé à une vitesse aussi folle les outils de data visualisation? Tout simplement parce que ça fait des beaux graphiques. Ça fait des belles choses, ça fait des beaux rapports à présenter. Mais après, savoir quelles sont les données qui ont été utilisées derrière, tout le monde s'en fout. Alors que c'est ça qui est fondamental. Donc il faut déjà, pour commencer et réussir cette transformation, déjà former et acculturer ce top management qui va être le sponsor de ces projets, pour qu'ils comprennent dans quel ordre il faut faire les choses et quels moyens il faut mettre en œuvre. Ça, c'est fondamental. Après, il faut expliquer. Il faut expliquer, embarquer, fédérer les personnes pour que elles rentrent dans ce milieu et pas imposer. Parce que ça ne marche pas si on impose. Ça, c'est la deuxième chose. Et faire les choses également dans l'ordre. Ne pas se laisser embarquer par la fascination technologique. C'est ce qu'on a vu sur le big data, c'est ce qu'on a vu sur l'IA, c'est ce qu'on est en train de voir sur l'IA générative avec ChatGPT, etc. Ne pas se laisser embarquer par ça, mais rester sur les bases de fonctionnement de l'entreprise. Et les bases de fonctionnement de l'entreprise, c'est 3 piliers. C'est people, c'est former les gens, expliquer ce qu'il y a à faire, les acculturer et les sensibiliser profondément. Toute la conduite du changement. Toute la conduite du changement, mais aussi pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est pas seulement comment, mais c'est aussi pourquoi. Deuxièmement, les process. Revoir tous les process pour intégrer nativement tous ces sujets data. Parce qu'il ne faut pas rajouter des process data à côté, mais c'est intégrer la data dans les process existants. Et après seulement se poser la question de la technologie, des tools. Donc la vision, la structure, et après, comment on fait Comment on fait après, on va dire que c'est de la plomberie, c'est de la tuyauterie, c'est de la mécanique, mais il faut à l'origine, et souvent les projets sont pris dans l'autre sens avec l'outillage au début. C'est une grosse erreur. Fabrice, tu parlais de former, du coup, on arrive au sujet justement. Comment tu considères aujourd'hui la formation des jeunes ingénieurs en data, le marché français aussi par rapport à ça? Est-ce que tu trouves qu'il est porteur? Alors, on a des contrastes qui sont assez incroyables par rapport à ça. Donc, on va considérer qu'il y a 3 grands viviers d'emploi dans la data pour des ingénieurs ou pour des gens qui sont Bac+5. Voilà. Il y a tout le vivier qui est autour de la data engineering. Donc là, les devs. Là, pas de problème. On a des filières qui sont super carrées pour ça, qui fournissent leur quota d'ingénieurs très très bien formés tous les ans. Et si on n'en a pas en France, on sait qu'on va en trouver au Maghreb, qu'on va en trouver en Inde. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et des gens qui sont au top qualité. Et là-dessus, ça tourne parce qu'on a des filières de dev, enfin de formation de dev qui existent depuis des années. Et ça pose pas de problème. On sait que ça marche. Ensuite, sur le côté plus statistique, on a eu pendant quelques années, on était abreuvé de data scientists à ne pas savoir qu'en faire, où tout le monde formait, toutes les écoles d'ingénieurs avaient une ou 2 promos qui formaient de data scientists. Ouais, ok, il y en a eu besoin beaucoup pendant un temps, maintenant moins, le marché se tasse. Ils ont à peu près les mêmes problématiques que n'importe quel ingénieur de dev qui sort d'école. C'est-à-dire qu'au début, ils galèrent un peu, puis après, ils font leur trou, et puis ils trouvent du taf. Et plus leur seniorité augmente, plus... voilà, mais bon, mais on rentre dans un... On a quitté le moment où c'était complètement délirant, et pour rentrer dans une normalité qui est plus saine. Et de toute façon, là-dessus, pas de problème non plus de filière de formation, tout va bien.
Il reste le dernier aspect, la data gouvernance. Là, c'est une Tu catastrophe. vas prêcher pour ta paroisse, bien sûr. Oui, je presse pour ma paroisse, mais parce que c'est actuellement, vous êtes bien Bien placé sûr. également pour le savoir, Ah oui. c'est actuellement le sujet, le domaine dans lequel les entreprises recherchent le plus, parce que ils ont des obligations à le faire. Je parlais du réglementaire, mais c'est pas que pour la finance, hein, c'est un peu partout. Et c'est surtout tiré par le réglementaire, donc quoi qu'il en soit. Et on n'a pas de filière de formation actuellement en France sur ces sujets-là. Les seules personnes qui sont comme moi, c'est des personnes qui ont été formées sur le tas, un peu autodidactes, qui ont appris tout seul en auto-formation. Et il n'existe actuellement toujours aucune filière, ni en formation initiale, ni en alternance, ni en formation continue, qui forme des personnes autour de la data gouvernance, du data management. Et après m'être posé la question longtemps pour savoir pourquoi, c'est simplement qu'il n'y a pas de formateur. Ouais. Parce que les formateurs travaillent. Ils sont déjà employés comme moi et comme on est plutôt recherché. Il est très difficile pour nous de sortir de nos activités pour aller en plus donner des cours en école d'ingénieur, en fac. C'est pas facile à organiser, c'est compliqué. Ou alors, c'est des freelances qui font ça à côté. Ouais. Ou sinon, peut-être qu'ils peuvent apprendre directement sur des MOOC ou ce genre de choses et qui sont, après, ils deviennent autodidactes, on va dire un petit peu. C'est ça, parce que c'est un peu le sujet, parce qu'on est tous un peu autodidactes quand on est sur ces sujets de data gouvernance. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire, à mon niveau, c'est que je forme des alternants, je forme des stagiaires que je prends avec moi et qui m'accompagnent pendant 6 mois, pendant 1 an, et qui apprennent sur le tas de cette manière-là. Parce que je me rends compte aussi, en m'étant posé la question, est-ce que je n'avais pas donné des cours sur ces trucs-là, c'est pas facile de savoir ce que... En fait, je suis confronté à la problématique, est-ce que je peux... Est-ce que je sais ce que je sais, en fait Est-ce que je peux transmettre à quelqu'un tout ce que j'ai appris sur 25 ans, sachant qu'il y a des choses que je considère comme... que je pourrais considérer dans mon parcours comme... accessoires ou infimes, et qui sont en fait les fondements de ce qui font la data gouvernance actuelle. Donc c'est très compliqué, et ce formalisme est assez difficile à faire pour pouvoir créer de vrais cours. Il n'y a qu'une seule référence qui existe actuellement au niveau mondial, au niveau de la data gouvernance, c'est ce qu'on appelle le DAMA, donc l'association DAMA pour Data Management International. Mais tout se résume dans une bible de 800 pages. Et est-ce que c'est comme ça qu'il faut enseigner? Je ne pense pas. Ah oui, parce que c'est réservé à une certaine population qui est déjà quand même assez sensibilisée. Et qui connaît déjà. Et c'est pas démocratisé. Non. Et là, je pense que, comme tu disais, en fait, il y a un besoin de démocratisation de ce type de formation sur la data gouvernance pour susciter des vocations, des gens qui se dirigent naturellement. Et il ne faut pas qu'on puisse non plus dire que c'est réservé qu'à des gens qui ont 20 ans de bouteille comme moi, qui ont appris sur le tas. Il faut trouver le moyen, et ça, moi, je n'ai pas la formule encore magique pour pouvoir le faire, de former des jeunes qui arrivent sur ces sujets-là. C'est ce que je fais dans le cadre de ma formation. Et toutes les personnes... c'est marrant parce que là, ça fait maintenant 7-8 ans maintenant que je suis dans ces sujets de data management, de data gouvernance. J'ai eu maintenant une bonne quinzaine de stagiaires et d'alternants. Ils sont tous restés dans le milieu. Et ils ont tous trouvé du travail sans aucune difficulté. Et ça leur plaît. Parce que c'est aussi un sujet de passion. Ça devient vite prenant quand même. Et justement, toi qui es quelqu'un de passionné, je pense que ça se sent quand on t'entend parler. Comment tu arrives à transmettre ça? Parce que là, je pense Richard et moi, on est en train d'écouter. Ton discours, il passionne. Et qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, tu arrives à avoir ce feu qui permet que tu transmets c'est l'envie de transmettre, tu le sais. Hein, c'est ça aussi, ça joue. Et puis... ça sert à rien. Moi, j'ai toujours considéré que c'est super frustrant d'avoir compris des choses tout seul et puis de pas pouvoir les transmettre. Donc c'est pour ça que je le fais. C'est une sensibilité personnelle. C'est un peu le sujet de tous les enseignants l'ont, je pense, déjà. Mais moi,
Ouais, c'est juste la volonté de transmission. Et c'est quelque chose que tu as retrouvé dans le management, ou alors tu as l'impression que des fois sur le management, on n'a pas assez de temps justement pour transmettre Moi, j'ai toujours pris le temps. J'ai toujours trouvé le temps. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que quand on parle de management, on parle de tellement de façons différentes de faire. Pour moi, ce qui est inhérent au management, c'est également le fait que... moi, dans mon parcours, j'ai toujours alterné les positionnements d'experts et les positions de manager. On en avait déjà parlé. Et donc, j'ai toujours passé du temps en tant que manager pour enseigner et transmettre ce que j'avais appris. En tant qu'expert. Et donc, j'ai jamais eu ce positionnement du manager chef d'équipe qui répartit les tâches et qui relève les compteurs à la fin. C'est pas ma méthode de fonctionnement. Donc, je suis pas spécialement représentatif du management traditionnel qu'on a dans l'IT ou la data. Ouais, mais parce que justement, c'est ce que tu disais, c'est comment on classifie, comment on catégorise un peu le management. Et moi, je pense que les managers qui m'ont toujours le plus inspiré, c'est les personnes qui m'ont appris beaucoup de choses. Et je pense que tu disais, voilà, tu as eu des stagiaires qui sont restés dans le domaine. Et je pense que l'entreprise, parfois, ne valorise pas assez ça. Au niveau du management, quelqu'un qui est capable de susciter des vocations, de permettre à des personnes de vraiment développer une compétence et d'avoir une valeur ajoutée derrière pour l'entreprise. Il y a encore une transition qui est à faire par rapport à ça, sur la valorisation justement des compétences et des formations. C'est que dans beaucoup d'entreprises, et puis moi c'est ce que je rencontre encore actuellement, les RH sont toujours sur un schéma de formation très classique, très formel, qui est lié à des cycles de formation obligatoires, pas obligatoires, machin. Alors que dans la data, 90% de ce qu'on apprend, on l'apprend tout seul. Déjà, comme il n'y a pas de formateur, enfin, comme il n'y a pas de formation, on est bien obligé d'aller chercher l'information là où elle est. Elle est rare. Elle n'est pas c'est pas évidente à trouver. Et donc, toute cette démarche, tout ce mindset que ça crée derrière, c'est ça qu'il faudrait valoriser. C'est pas forcément la compétence en tant que telle. C'est la capacité à aller chercher l'information. Apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, exactement. Et ça, pour l'instant, c'est pas... Dans certaines entreprises, c'est mis en avant, mais dans les grosses entreprises qui sont un peu formelles, c'est pas vraiment ça qui est mis en avant. Faire un bilan de compétences ou expliquer un petit peu les choses. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps quand j'avais changé de société au sein du groupe dans lequel je suis. Expliquer au RH en face quelles sont mes différentes compétences que j'ai apprises, etc., ça ne rentrait pas dans ces cases. Parce qu'on est sur un vieux référentiel. Exactement. C'est ça. Il faut penser out of the box maintenant. Voilà, donc, et je pense que la façon dont tu expliques les choses, quand tu dis apprendre, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, actuellement, le levier sur ces sujets qui sont plus en constante évolution. La réalité technologique quand on commence un projet est souvent différente de la réalité technologique quand on le termine. Entre le moment où on lance une initiative et le moment où on la termine, il y a déjà des nouvelles choses qui sont apparues qui rendent obsolète ce qu'on a fait. Et donc, dans ce contexte-là, rentrer dans une case en disant j'ai appris quelque chose et ça va me servir 10 ans comme c'était le cas avant, ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. Fabrice, comment tu considères, donc on parle de data gouvernance en France, mais la data gouvernance, est-ce que tu as une visibilité sur les autres pays, sur comment c'est géré en fait dans d'autres pays, et même le recrutement après derrière aussi, c'est-à-dire les formations dans d'autres pays. Nos maîtres à tous, ils sont aux États-Unis, il n'y a pas de secret, c'est eux qui ont inventé le terme, c'est eux qui ont inventé le principe, c'est d'eux que tout se déroule. Et on sent une maturité nettement plus importante chez eux, c'est quelque chose
d'inscrits et on va dire, dans l'ADN de ce qui est fait, et même dans les sociétés, on le voit. Dans les autres... Enfin, on n'est pas des bons élèves en France. En Europe, c'est pas non plus le grand soir. Faut pas rêver. Comme toutes les sociétés sont les mêmes et ne bougent pas d'elles-mêmes pour aller chercher de l'avantage de ce que pourrait donner la data governance, mais ne le font que parce que la réglementation leur a imposé toujours en réaction. Tous les pays européens sont à peu près au même niveau, on peut considérer, parce que tous gérés par les mêmes niveaux de réglementation. Après, la Suisse est plus en avance que nous, parce qu'eux, ils sont plus sévères que nous. Je n'ai pas trop de visibilité sur les autres. Mais justement, c'est une bonne transition aussi avec la fin de l'émission, mais ça, on te laissera voir pourquoi. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on manque d'une vision moyen-long terme. Et au niveau sociétal, je parle, et justement sur les enjeux technologiques, sur les enjeux de formation. Quand tu vois des pays comme l'Inde qui ont vraiment orienté toute leur stratégie liée à l'éducation, en disant on fait un pari sur la technologie. On sait que c'est là où clairement demain il va y avoir énormément d'opportunités. On va former tant, on va mettre les moyens pour. Et quand tu vois aujourd'hui les résultats, j'ai l'impression que des fois les entreprises aussi peuvent raisonner à court terme en se disant je mise vraiment sur beaucoup de recrutement de seniors, donc à partir de 4-5 ans d'expérience, voire plus, parce que j'ai besoin de ça. Et en fait, alors qu'en oubliant que ce qui peut vraiment constituer des réserves de compétences, c'est avant tout de recruter aussi des juniors, de les former, de les accompagner, parce que c'est des personnes qui évoluent après dans l'entreprise et qui vont avoir une forme de, je ne vais pas dire fidélité, parce qu'aujourd'hui on est plus sur le même schéma où tu fais 20 ans dans la même société, mais où tu as des personnes que tu vas pouvoir accompagner, se développer et qui vont être une réserve de talent. J'entends, mais là-dessus, il faut aussi penser que former des gens, ça prend du temps. Ça prend du temps à former la personne, mais ça prend du temps du formateur aussi, qu'il faut qu'il libère du temps pour pouvoir enseigner. Et tout ça, c'est pas forcément inscrit dans les priorités d'une activité. Parce que c'est pas valorisé. Enfin, c'est toujours une question de valorisation. On approche de la fin du podcast. Fabrice, alors c'est pas une tradition, mais comme c'est notre premier, ça va devenir une tradition. Je vais entamer la tradition. Ouais. Exactement. Adrien et moi, on a un petit cadeau à t'offrir. On a parlé de réglementation, on a parlé ton amour pour la lecture, de data, et donc on a trouvé ce livre avec Adrien, je pense, qui est à propos. Qu'est-ce Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas digérant. Actuellement, il y a un souci fondamental autour de la data et de l'IA, c'est la dépense énergétique. Et là, on est peut-être en train de se tirer une balle dans le pied. Parce que quand on regarde... parce qu'on arrive avec l'IA, ce qu'on a fait avec la data science, c'est ce qu'on a fait avec le big data. C'est qu'on fait plein de POC, et puis il y en a très très peu qui arrivent au bout. C'est pas très green. C'est assez catastrophique, parce que quand on regarde la quantité d'énergie qu'il faut pour faire tourner tous ces IA, etc., ça, c'est pas green du tout. Ça, c'est clair. C'est que l'empreinte carbone, elle est épouvantable. Avec le cloud, on a l'impression que les gens oublient des fois qu'il y a quelque chose qui tourne réellement, qui consomme, parce que... C'est pas visible. Il y a encore plus nocif et plus pervers, c'est ChatGPT, tout ce qui va être tout ce qui va être on va dire l'IA à la disponibilité de tous. Sans restriction, sans limitation, ou à des coûts complètement dérisoires par rapport au coût réel que ça entraîne derrière. Moi, c'est ça qui me fait peur. J'avoue que je me sens pas à l'aise autour de ça, parce que l'énergie, il faut produire cette énergie, et cette énergie pollue d'une manière ou d'une autre. On n'a pas encore trouvé le moyen de
de faire de l'énergie bas carbone complète pour tout le monde. Et là, non, ça c'est très, 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 très inquiétant parce que on est en train de dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, au final. ChatGPT, pour la plupart des utilisateurs du quotidien, c'est un jeu, c'est un jouet, un peu élaboré, mais ça reste un jouet. En entreprise, il y a assez peu on va dire, d'utilisation très pertinente de l'IA générative qui sont apparues. Ça reste très, très marginal par rapport à toutes les expérimentations qui sont faites. Et quand on regarde qu'actuellement, la première valorisation boursière au monde, c'est Nvidia, parce qu'ils produisent des cartes graphiques justement essentiellement des processeurs graphiques essentiellement pour l'IA. C'est la grosse blague. If everybody digs gold, sell shovels. Et ben, on est exactement là dans ce truc-là. Et moi, je me sens pas à l'aise avec ce qui se passe actuellement. On a un emballement depuis 1 an absolument dingue, parce que ça fait juste 1 an. Hein. C'était en septembre de l'an dernier. Ouais. Qu'on a cette IA générative qui est apparue. Tout le monde en parle. Il y a des trucs qui sont sympas, mais c'est pratique. Il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a des bons usages, mais 90% des usages qui en sont faits au quotidien, ça reste le domaine du gadget. Au niveau entreprise, pas facile de trouver des cas d'usage qui soient vraiment intéressants par rapport à ça. Il y a peut-être des gains de productivité parfois sur des tâches redondantes ouais, mais que peuvent faire certains regarde collaborateurs. Le ROI actuellement de l'IA. La dépense dans toutes les entreprises au niveau mondial, hein, c'est des chiffres que j'ai récupérés il n'y a pas longtemps, 120 milliards de dollars. Gain évalué, donc ROI réel sur certains cas d'usage, moins de 100 millions de dollars. Ah ouais. On est sur un rapport de 1 à 1000. Est-ce que tu penses que c'est lié au niveau de maturité qu'on n'a peut-être pas encore sur la gestion de... Peut-être. On ne sait pas. Mais on n'a pas de recul. C'est ça, c'est nouveau. Ça va beaucoup trop vite. Et tout ce qui se passe actuellement avec... moi, j'ai en plus pareil, encore une réflexion que j'avais vue, c'est... là, ils sont en train de développer plein d'IA pour générer de l'art. C'est débile. C'est profondément débile. Et j'avais lu une réflexion d'un artiste qui m'avait beaucoup plu. C'est, moi, j'ai besoin, en tant qu'artiste, j'ai besoin que l'IA s'occupe d'aller chercher mes enfants à l'école et mettre le linge dans ma machine et pas m'expliquer et pas faire de l'art à ma place. Or, l'IA s'occupe pas de ces domaines-là. Bah c'est... Pour l'instant. Oui, non, mais c'est là-dessus que ce serait pertinent. Mais je pense il faut laisser la place à l'humain. Il y a une réflexion philosophique derrière à avoir sur comment aborder ces sujets-là, ces sujets d'IA, comment les utiliser sans que ça vienne complètement perturber quelque chose qui est ontologique à l'homme, sa créativité, sa capacité à imaginer, à faire des choses. C'est vrai que sur son domaine qui est propre, comme tu dis, ontologique à l'homme, qui est le domaine de l'émotion, qui est le domaine du propre de l'homme. Et c'est là-dessus qu'il ne faut pas que l'IA mette les pieds. Il faudrait avoir un code déontologique par rapport à ça. L'éthique. C'est important d'avoir une approche éthique de l'IA. Éthique de l'IA et pas se servir. Enfin, là, j'ai vu, c'était quand? C'est la semaine dernière. Là, il y avait une IA qui produisait des œuvres d'art. Ils ont vendu ça des 120 000 $. Mais justement, par rapport à ce c'est débile. Ce qui est complexe, c'est toujours d'arriver. Bon voilà, on est dans une société, dans un monde capitaliste où on sait que l'IA va être vue par certains comme un moyen de générer énormément d'argent. Et s'il n'y a pas des contre-pouvoirs, quelque chose qui vient limiter cet appétit, bah c'est là où il risque d'y avoir des problèmes profonds sur la société
par des acteurs qui n'en ont rien à faire. Concrètement, ils ne verront que leur intérêt financier, sans comprendre que derrière, c'est peut-être même la structure propre de l'être humain qu'on est en train de modifier et son rapport au réel. On est bien d'accord. Mais c'est pour ça, moi, c'est plutôt c'est sur ces sujets-là que ça m'inquiète, parce que le reste, le côté technologique, le côté, on va dire, propre au métier, à l'activité des métiers, c'est juste on est dans une révolution technologique, certes. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, ce n'est pas la première. En plus, on sait qu'elle s'accélère. On en verra d'autres de notre vivant, ça on en est persuadé. Par contre, là maintenant, ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est qu'est-ce qu'on laisse à la machine et qu'est-ce qu'on laisse à l'homme. Ouais. C'est une excellente question, je pense, pour conclure notre podcast. Fabrice, merci beaucoup. Merci. De nous avoir partagé ton très parcours, agréable. Très content de t'avoir eu comme premier invité. Je suis très fier aussi d'avoir été invité. Merci.